J'ai choisi d'évoquer trois dimensions positives pour tous de cette aventure qui commence en France des droits culturels. Et je vais même, je peux vous assurer, même pas chercher à pointer du doigt ceux qui voudraient, je ne sais pas pourquoi, transformer les droits culturels en enfer. Non. Maintenant, je suis bien assagi, je vais vous parler des trois dimensions positives. La première, dimension positive pour tous, c'est certainement leur inscription dans l'état de droit. L'état de droit, c'est-à-dire là où la loi est la même pour tous, les petits comme les grands. Certes, l'état de droit est contraignant, on le sait bien quand on s'occupe des choses de culture, mais on le voit bien dans l'actualité politique, l'état de droit reste une condition impérative pour la démocratie. C'est un bouclier de protection pour tous les démocrates. Et il serait vraiment dommage que certains responsables publics s'en exonèrent, en oubliant de faire référence aux droits culturels dans l'exercice de leurs responsabilités. Cette entrée dans l'état de droit a d'autant plus une valeur universelle, une valeur pour tous, que cet état de droit ne se réduit pas à l'état de droit français. On l'a évoqué un peu ce matin. Les droits culturels des personnes s'inscrivent dans l'état de droit de l'humanité tout entière, laquelle tente de rendre concrète, difficilement c'est vrai, de rendre concrète l'utopie de l'unité du genre humain. Les droits culturels des personnes sont ainsi à comprendre comme un devoir collectif, une responsabilité politique de permettre aux personnes de devenir toujours, sinon libres et dignes, tout moins un peu plus libres et un peu mieux reconnus dans leur dignité. Non pas pour faire société, comme je l'entends tellement souvent, non pas pour faire société, mais pour faire humanité ensemble. Toutes les sociétés ne sont pas recommandables. Notre engagement en France dans la réponse des droits humains est ancienne. Elle date de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et qui, dans son article 1er, nous dit bien que nous devons avoir la volonté de faire que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce fut les premiers mots de ce matin. Je crois que c'est aussi les premiers mots de cet après-midi. C'est évidemment une utopie, mais c'est une utopie bénéfique pour tous, que de faire progresser les droits humains fondamentaux, qui sont sans doute la seule universalité qui nous reste dans ces temps de repli, de repli sur les intérêts particuliers. Le deuxième bénéfice des droits culturels, pour tous, c'est la nécessité du respect. On connaît mal cette exigence des droits culturels et donc le bénéfice qu'elle recèle. La politique culturelle s'est plutôt habituée à satisfaire les attentes des publics fidèles en organisant une offre artistique de qualité. Or, avec les droits culturels des personnes, la responsabilité publique est différente. Elle devient surtout de respecter la liberté de chaque personne de participer à la vie culturelle. Cette expression, pour avoir été directeur régional des affaires culturelles, je le sais, mieux que quiconque, cette expression est inconnue du vocabulaire de la politique culturelle française. Participer, le droit de participer à la vie culturelle. Patrice l'a évoqué ce matin. Et je voudrais en quelques mots en montrer le bénéfice pour tous, pour faire un peu mieux l'humanité ensemble. Bien sûr, être respecté dans sa culture est certainement bénéfique pour la personne elle-même. Les éléments positifs dont on a eu des échos ce matin. Pourtant, j'ai cru lire plusieurs reprises qu'il pouvait y avoir un risque majeur dans cet excès regrettable de bienveillance à l'égard des identités culturelles. Mais à mon avis, il s'agit là d'une erreur, d'une grave erreur.
d'une erreur de compréhension de la logique même des droits culturels, de la défense des droits humains. En effet, c'est assez simple. Nul ne peut revendiquer le respect de sa culture. Je ne dis pas identité culturelle, je dis sa culture, c'est plus simple. Sans s'engager en même temps à respecter la culture des autres. L'un ne va pas sans l'autre. Les droits culturels exigent la réciprocité des respects. Et il n'y a rien d'évident, il n'y a rien de donné d'avance dans cette absolue nécessité du respect réciproque. Alors, on le comprend aisément, la responsabilité politique des droits culturels consiste à organiser les dispositifs de mise en relation entre les cultures, qui sont toutes différentes entre les personnes singulières, à organiser des dispositifs d'interaction culturelle pour réduire au maximum les situations où ces cultures s'éloignent les unes des autres, cultivent la peur et la haine des autres, et même se contentent d'une tolérance polie, faite d'indifférence pour la culture d'autrui. La responsabilité culturelle, elle est maintenant de favoriser la relation de respect réciproque qui amène avec elle le compromis. Je crois que ça a été bien évoqué dans les exemples de ce matin. Qui amène avec elle le compromis où chacun reconnaît l'autre dans sa liberté et sa dignité. Où chacun, pour reprendre l'expression d'un philosophe allemand Axel Honneth, accorde sa liberté à la culture de l'autre. C'est pas d'être libre pour ma culture. Le droit culturel, c'est d'accorder la liberté à l'autre d'avoir sa culture. Ce qui suppose évidemment, dans cette relation, beaucoup de discussions, beaucoup de négociations, beaucoup de choses qui ne se comprennent pas, qu'il faudra quand même arriver à comprendre. Je crois que je ne dirais pas mieux que les exemples qu'on a pu noter et entendre ce matin. Et par conséquent, je dis, et je pourrais assumer, même si c'est au prix d'être un, comme on a dit ce matin, j'ai oublié le nom, un doctrinaire des droits culturels, et bien cette doctrine des droits culturels, c'est tout simplement l'apprentissage de cette liberté sociale, c'est l'apprentissage de cette discussion, peut-être dure, peut-être difficile, avec les cultures des autres, c'est l'apprentissage donc de la démocratie pour faire un peu mieux humanité ensemble. Voilà. Et l'idée aussi qui se découle, et là les mots sont un peu piégés, donc vous me pardonnerez de ne pas rentrer dans le détail, mais il y a une intention derrière la phrase qui suit, des différences culturelles, qui sont notre lot quotidien, entre des personnes singulières très variées, avec des origines variées, des différences culturelles qui nous séparent. Il faut, par ces interactions, passer à la reconnaissance des diversités culturelles. Où chacun, dans sa singularité, chacun dans sa sécurité, je le dis pour Nicolas Fraisse par rapport à ce qu'il a écrit il y a quelques mois, apporte sa contribution à l'humanité tout entière. Passer des différences à la diversité au nom de l'humanité tout entière. C'est cette dynamique politique de relations que les droits culturels sont. C'est par cette dynamique politique de discussion, de relations entre les personnes, que les droits culturels sont une école de démocratie, un combat, mais un combat pacifique, mais déterminé contre les replis identitaires et pour le respect réciproque, on pourrait dire aussi l'hospitalité, si ça vous convient. Qui pourrait, je me le demande bien, renoncer à ce bénéfice? J'ai encore le temps? Oh, ça va. Où je passe ça? Oh, peut-être que je vais le faire quand même. C'est au deuxième degré, attention. Peut-être faut-il que je précise que cette vie commune des diversités culturelles ne va pas de pair avec une culture commune, un bien commun culturel, comme on l'écrit tellement souvent. Une culture qui serait un ciment, comme je l'ai lu dans une publicité pour des manifestations qui se déroulent dans toute la France de la part d'un hebdomadaire très prisé du milieu culturel.
Avec les droits culturels, il n'y a pas de ciment. Il y a la renégociation perpétuelle des relations entre les manières de voir le monde. Ça se renégocie tout le temps. Et ça se renégocie tout le temps pour essayer de faire un peu mieux l'humanité d'ensemble. Et si on n'est pas dans la négociation, si on passe à côté de la négociation, si on reste soit dans ces institutions, soit chez soi, eh bien la négociation sur ce qui fait l'humanité ensemble changera de camp. Elle évoluera vers autre chose. Elle évoluera vers d'autres conceptions de l'humanité. C'est donc un enjeu fort d'être tout le temps présent pour être là en disant cette vision du monde-là, cette façon de faire l'humanité ensemble, je la défends et je la défendrai encore et encore malgré ce qui est en train de se préparer ici ou là. Le droit culturel, c'est pas un fait, c'est un processus qui suppose effectivement une mobilisation perpétuelle. Sinon, eh bien, on aura une humanité qui se construira d'une façon qui sera peut-être moins libre, moins digne. Or, nous cherchons à toujours plus de liberté, plus de dignité. Il me reste un peu de temps pour traiter la troisième dimension pacifique. La troisième dimension pacifique et bénéfique pour tous, c'est la question de la liberté. La question de la liberté. Et là, je dois citer le texte de référence, parce que si on parle de droit culturel, on ne parle pas de rien, on parle de la déclaration de Fribourg, évidemment, mais si on reste à l'état de droit, comme je l'ai dit, regardons l'article 15 sur l'obligation de participer à la vie culturelle. Et les commentaires qui en sont faits par l'ONU, à savoir ce qu'on appelle l'observation générale 21. L'observation générale 21 est un guide pour tous ceux qui veulent effectivement mettre en pratique. Générale 21 est un guide pour tous ceux qui veulent effectivement mettre en pratique cet état de droit. Que dit l'observation générale 21 sur cette question de la liberté? Eh bien, la personne est libre de choisir ses propres pratiques culturelles, qui incluent choisir son identité, de s'identifier ou non à une ou plusieurs communautés données, et de modifier son choix. Je peux le relire 100 fois. Quand on dit identité culturelle ou liberté culturelle dans le référentiel du droit culturel, c'est modifier son choix au fur et à mesure des relations et des parcours d'interaction avec les autres. Alors, au fond, cette voie, cette conception élimine d'emblée l'idée de la liberté formelle de l'individu. Ça, c'est une idée, on dit liberté, mais on enlève liberté formelle de l'individu, qui effectivement peut aller à l'opéra, ou à l'FJC 93, ou aller au match de foot, oui, vous êtes libre, consommez ce que vous voulez, allez sur le marché. Voilà, nous défendons cette liberté. Non, avec les droits culturels, c'est pas cette liberté-là qui compte. C'est une liberté de vraiment réellement pouvoir choisir ce qui permet à la personne d'être plus libre et plus digne. Véritablement choisir. Autrement dit, Patrice a dit tout à l'heure liberté instruite. Moi, je dis liberté effective en reprenant la manière qui m'a toujours convenu d'Amartya Sen. Oui, je ne veux pas aller à l'opéra. Je n'aime pas l'opéra. Je peux le dire parce que j'ai déjà été, je maîtrise, je connais bien l'opéra. Je préfère le football à l'opéra, ça m'arrive de temps en temps. C'est ma liberté effective parce que je maîtrise autant les règles et le langage de l'opéra que les règles et maîtrise du football. Mais quelqu'un qui, effectivement, n'a pas cette maîtrise du langage de l'opéra, pour prendre l'exemple le plus grossier, ou du théâtre, ou de la musique, etc., il n'a pas la liberté effective. C'est-à-dire son pouvoir d'agir est limité à ce qu'il a déjà comme référence et il n'accède pas aux autres références possibles. Sa capacité de faire un choix est limitée. Et les droits culturels, eh bien, plus libres et plus dignes, c'est élargir les libertés effectives des personnes, en leur permettant effectivement peut-être de ne jamais aller à l'opéra, mais avec une maîtrise et effectivement de ce langage, de ces formes, etc. C'est donc l'idée de capacité, de pouvoir d'agir, et c'est une sacrée responsabilité collective que de se dire que la priorité, c'est pas que tout le monde soit libre d'aller ici ou là, c'est que les personnes puissent accéder à des référentiels qui leur permettent véritablement de faire des choix. Alors ce sera la dernière phrase de conclusion. Oui, parce que je vais tirer un peu sur la ligne. Je ne peux pas conclure sans citer dans cette logique des droits culturels comme politique de capacité Jean-Marie Ordet. Ça étonnera
plus d'un de mes amis ici, mais après tout, c'est lui qui décrit le mieux les choses. Dans un article dans Le Monde, il n'y a pas très longtemps, dont le titre ne me convient pas, mais vous allez voir l'intérieur. N'enfermons pas l'art dans une soi-disant culture populaire. Ça fait plaisir à notre histoire commune de Malrussien. Mais qu'est-ce que je trouve dans cet article et qui donc permet de tirer le bénéfice pour tous des droits culturels? Eh bien, je lis que, je l'ai noté, d'ailleurs c'est tellement noté que je ne vais pas le retrouver, mais c'est pas grave, je vais le lire comme ça. Alors, autrement dit, et j'approuve tout ce que je vais vous citer. Ceux qui me connaissent savent que je n'approuve pas ce que je ne vais pas citer. Alors, autrement dit, la culture n'est pas le culturel. La culture n'est pas le champ de l'habitude, la culture est aussi l'apprentissage de la liberté. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? Et un peu plus loin, rappelons que le combat pour cette culture qui libère n'est pas neuf, c'est aussi rappeler que l'héritage ne se transmet pas, il se conquiert. La capacité de choix libre n'est pas un donné, mais un potentiel à développer et à éduquer. Comment dire mieux de la part de notre part collective, comment dire mieux que ce propos du directeur du Théâtre national de la Bastille? Autrement dit, la responsabilité politique, et ce sera ma conclusion, parce que je ne peux pas conclure pour l'avenir, ce sera la conclusion d'aujourd'hui. La responsabilité politique, c'est de permettre aux personnes de pouvoir faire des chemins, des parcours, d'être accompagnés dans ces parcours, des parcours vers une émancipation qui sera une émancipation qu'elles arriveront elles-mêmes à formuler. Ce n'est pas des parcours comme ça à travers des circuits déjà préparés, c'est des parcours où se négocient des libertés culturelles pour qu'elles soient effectives et qu'effectivement c'est un combat qui est bénéfique pour tous. Est-ce que tout ça est abstrait? Non. Tout ça est très concret? Oui, pour ceux qui le veulent. Et tout à l'heure, je pense qu'on en verra les traductions en Nouvelle-Aquitaine, puisque à partir de ce référentiel de l'Observation Générale 21 que j'ai évoqué rapidement, et à partir des pratiques des différents acteurs, eh bien la Nouvelle-Aquitaine lance un dispositif qui va justement nous amener tous à réfléchir sur le rapport entre les pratiques et ce référentiel des droits culturels, plus de liberté, plus de dignité, et nous aurons peut-être dans 18 mois, si tout va bien, mais Frédéric Wilcock le détaillera tout à l'heure, des documents de politique publique qui seront parfaitement en phase avec les droits culturels. Pour l'instant, on s'interroge. Eh bien, interrogeons-nous encore un peu. 18 mois. Dans 18 mois, on se retrouve et on sera dans l'action. Voilà.